Le deuxième tour de la présidentielle, c'est pour le 20 mars prochain. Les préparatifs vont bon train. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, était face à la presse cet après-midi. Les services des collectivités territoriales paralysés depuis le lundi dernier du fait des grèves des agents et les cris de cœur des usagers qui paient le pot cassé dans ce journal. Jeudi 10 mars 2016, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. L'actualité politique pour débuter ce journal. Depuis le mardi dernier, la coalition politique pour l'alternance 2016, COPA, a décidé de suspendre sa participation au processus électoral pour plusieurs raisons. À l'exemple, la rupture d'égalité entre les deux candidats qui seront au deuxième tour, à savoir Mahamadou Issoufou et Hama Amadou. Une décision qui continue à susciter de vives réactions. Celle de quelques citoyens ce matin. Pour l'intérêt du Niger, l'intérêt supérieur de la nation, ils doivent tous s'entendre pour avoir un consensus et d'aller aux élections présidentielles. Mais ce qui est un peu grave, les politiciens nigériens ils ne mettent pas en avant l'intérêt national du pays, et tout ce qui leur intéresse, c'est seulement les intérêts particuliers. Sinon, comment comprendre les alliances qu'on fait de gauche à droite sans pour autant avoir une idéologie, une discipline. Donc c'est ça le problème des politiciens nigériens. Il y a aussi encore un autre problème, c'est concernant aux élections présidentielles deuxième tour. Mais si l'opposition refuse d'aller au second tour, moi je pense que l'article 48 de la Constitution a été très clair. Si on n'a pas la majorité au premier tour, au second tour, c'est naturellement le candidat qui est arrivé en troisième position qui doit aller avec le candidat qui a la majorité au premier tour. Donc, pour l'intérêt du Niger, pour la stabilité de notre pays et pour la continuation des acquis démocratiques, l'opposition doit tout faire pour aller aux élections présidentielles. Parce qu'au début, ils disaient que non, eux, ils sont sereins. Quoi qu'il arrive, ils vont abattre le président Issoufou au second tour. Donc pourquoi ne pas aller et nous montrer que non, ils sont vraiment sereins, qu'ils peuvent faire cette alternance comme ils le disent, comme la COPA. Notre classe politique prend des responsabilités afin de ne pas mettre notre pays dans les chaos. À cet effet, nous interpellons tous les politiciens et toutes les politiciennes de faire un consensus afin de prendre une solution idoine pour pouvoir résoudre les problèmes politiques qui se gangrènent en tout cas dans ce pays. À ce niveau, je voudrais très sincèrement appeler ou interpeller la conscience de la majorité de faire tout pour que les élections du deuxième tour puissent se passer dans le meilleur délai et puissent se passer dans des meilleures conditions et dans la paix. Les politiciens de notre pays doivent vraiment revenir sur leur pas, revenir et arranger et ensuite regarder vraiment à une seule chose. La seule chose qu'ils doivent regarder, c'est l'intérêt du pays et non leur intérêt égoïste, leur intérêt particulier. C'était à l'instant donc les réactions de quelques citoyens par rapport à la situation politique qui prévaut actuellement au Niger. Dans une correspondance en date du 9 mars 2016, la coalition politique pour l'alternance 2016, COPA, a saisi le président en exercice de la CEDEAO par rapport à la situation socio-politique du Niger afin d'expliquer clairement les raisons qui ont conduit la COPA à suspendre sa participation au processus électoral. Dans sa lettre, la COPA a demandé l'intervention de la CEDEAO relativement à la situation qui prévaut actuellement au Niger. La correspondance a été signée par le président Mahaman Ousmane. Suite à de l'éclairage relativement à la décision toujours de la COPA, hier vous avez suivi l'analyse politique avec le professeur Issoufou Yahaya, l'historien politologue.
Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture juridique et ce sera avec le professeur Jibril Abarchi et ce sera à la fin de ce journal. Rendez-vous donc à la fin de cette édition. À 10 jours du deuxième tour de l'élection présidentielle du 20 mars prochain, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, était face à la presse cet après-midi. Il s'agissait pour Boubé Ibrahim de faire le point des préparatifs de ce scrutin. Boubé Ibrahim, dans l'extrait qui va suivre, répondait aux questions des journalistes. On l'écoute. Vous avez parlé de la déclaration de la COPA, mais cette déclaration, il s'agit d'une déclaration qui n'est matérialisée par aucun acte de désistement. Donc je dis, jusqu'à preuve de contraire, nous nous en tenons à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a validé et qui a proclamé les résultats définitifs des élections présidentielles premier tour. Nous en tenons à cela. Il y en a qui parlent d'une éventualité à ce que Ibrahim Yacouba est en 5e position soit... Il s'agit d'un débat politique. Il s'agit d'un débat politique. Nous n'avons pas à faire ce genre de spéculation en tant qu'institution constitutionnelle chargée de l'organisation des élections. Je dis, nous nous en tenons à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Si demain, la Cour nous notifie un arrêt qui donne acte d'un décision quelconque, nous allons nous en tenir à cet arrêt. Je tiens à vous dire que ces élections auront bel et bien lieu le 20 prochain. Nous avons des délais constitutionnels à respecter et dès notre installation, dès notre prestation de serment, nous avons clairement exprimé notre engagement à organiser ces élections dans les délais constitutionnels. Et rien ne va nous perturber par rapport à cet engagement. Il faut comprendre une chose. Nous œuvrons pour éviter un vide institutionnel aux conséquences imprévisibles. Donc, ce n'est pas le retrait d'un candidat qui va nous empêcher de tenir ces élections le 20. Nous sommes déterminés à organiser ces élections à la date prévue, conformément à la Constitution et aux lois électorales. C'était à l'instant le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Boubé Ibrahim, cet après-midi face à la presse. Restons toujours dans les locaux de la CENI et cette fois-ci c'est pour assister à la conférence de presse animée ce matin par l'ancien président de la Commission électorale nationale du Nigeria, le professeur Attahiru Jega, qui est en mission au Niger depuis 48 heures sur invitation de l'ambassade des États-Unis au Niger. Cette conférence de presse nous est résumée ici par Adam Soumana et Sadou Doumi. Cette mission, conduite par l'ancien président de l'équivalent de la CENI du Nigeria à Niamey, a durant 48 heures passées au Niger dans le cadre du second tour des élections présidentielles, eu des rencontres avec les différents acteurs impliqués dans ce scrutin. À cette occasion, le président de la CENI a d'entrée du jeu planté le décor de la présente rencontre. Au cours de son séjour, Attahiru Jega a eu à échanger avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendance. Nous avons discuté de l'organisation des élections du scrutin du 20 février. Nous avons fait le point sur la communication, sur la logistique et bien d'autres choses. Et hier, le professeur Jega a également animé une conférence à l'atelier d'évaluation du scrutin présidentiel premier tour couplé au législatif. Il a fait un brillant exposé et il a répondu brillamment aux différentes questions qui lui ont été posées par les participants. Aujourd'hui, il est là pour animer une conférence de presse, faire le point de différentes rencontres qu'il a eues avec les acteurs politiques et institutionnels. Quant au président de l'ancienne commission nigérienne des élections, il n'a pas manqué de souligner l'objet de sa mission au Niger sur invitation de l'ambassade américaine. No election is perfect. There is always room
for improvement. Comme je l'ai dit en introduction au début, il n'y a aucune élection qui s'est passée de façon parfaite. Bien sûr, pendant le premier tour, il y a eu peut-être quelques problèmes. Alors, mon but, moi, c'est d'apporter un appui à la CENI de façon à ce que les consultations électorales prochaines puissent être peaufinées, à ce que la CENI puisse être en mesure de bien mener sa mission. Pour moi, c'est un plaisir d'avoir été invité pour pouvoir venir au Niger, mais en aucune manière je ne peux déterminer à quel moment où est-ce qu'on doit m'inviter par la suite. Comme je l'ai dit, je pense sincèrement que le fait que j'ai été invité ici au Niger pourrait apporter un plus au processus au niveau de la CENI. Espérons que cette mission puisse porter ses fruits pour une bonne tenue des élections à venir au Niger. Restant toujours dans le cadre des préparatifs du deuxième tour de la présidentielle et avec ce communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication. Dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection présidentielle deuxième tour du 20 mars 2016, le président du Conseil supérieur de la communication CSC a l'honneur de convier les directeurs de campagne de deux candidats à une séance de tirage au sort pour déterminer l'ordre d'enregistrement, de diffusion et de publication des messages et portraits des candidats. Demain, vendredi 11 mars 2016, à 10h, dans la salle de réunion du cabinet du président du CSC, les représentants des candidats doivent être munis d'un mandat dûment signé. La séance de tirage au sort sera suivie d'une réunion de concertation. L'importance de l'ordre du jour requiert la présence de tous. Fait à Niamey, le 10 mars 2016, signé Abdraman Ousmane. Autre aspect de cette édition, quatrième journée, c'est jeudi de la grève des agents de collectivités territoriales qui exige entre autres les paiements des salaires de janvier et février 2016 et la régularisation de la prise en charge médicale à l'hôpital national de Niamey. Une grève dont les conséquences sont énormes, notamment dans le secteur du transport urbain. Reportage Nasser Dantoufo avec Aboubakar Souley. Entamée depuis le lundi dernier, la grève des agents de la collectivité de la ville de Niamey n'est pas sans conséquence pour les usagers de cette institution, au premier rang duquel le secteur des transports urbains, une situation que déplore le syndicat national des personnels employés des taxis et transports urbains qui voient leur activité handicapée par ce mouvement de grève. Regardez, 300 à 400 taxis par jour. Aujourd'hui, si la mairie fait une semaine, ils n'ont pas travaillé, c'est un problème sérieux pour nous. Mais nous, les syndicats, nous avons fait de nos mieux pour avoir une petite solution. Si vous vous rappelez, nous avons eu à expliquer tout au gouverneur. Il faut qu'on soit clair. Nos dossiers sont à la mairie. La mairie est en grève. Si on sort, il y a la police qui nous attend au virage. Alors que nous avons raison. Parce que nos dossiers sont à la mairie est en grève. Une situation à laquelle les autorités de la ville de Niamey tentent de trouver une solution aux grandes dames de tout ça. Le maire de la ville de Niamey et moi avions quand même mené certaines démarches au niveau du Trésor national pour pouvoir trouver la solution pour appuyer quand même ces arrêts-là. Et Dieu merci, en tout cas le Trésor a été compréhensif et je pense que dans un sous peu de temps, cette situation sera réglée. Mais pendant ce mouvement de grève, effectivement, les taximans étaient confrontés à une situation. Donc, puisque la police routière doit faire son travail, effectivement, il y a des taximans qui n'arrivent pas donc à exercer librement. Donc, avec le directeur régional de la police, nous avions demandé à la police de la circulation donc, de surseoir au contrôle de certaines pièces, jusqu'à ce que le travail soit régulé au niveau de la mairie. Puisque ce n'est pas la faute des taximans. Ils se sont présentés effectivement au point même où la circulation avait été bloquée aux alentours de la mairie. Donc, puisque nous ne pouvons pas continuer à obstruer la circulation de la ville de Niamey, on avait demandé effectivement que cette mesure provisoire soit prise.
Mais il faut faire attention, il y a des services sensibles qui peuvent aussi nuire à la population. Par exemple, la situation qu'on avait vécue au cimetière musulman, moi je pense que c'était inadmissible dans un pays musulman. Et ça, c'est seulement du fait que les gardiens n'avaient pas travaillé. Pour l'heure, les agents de la collectivité, eux, continuent d'observer leur mot d'ordre jusqu'à la satisfaction totale. Restons toujours avec les taximens. Un groupe de malfaiteurs a été présenté la semaine dernière par la police judiciaire, parmi lesquels les taximens qui opéraient dans la ville de Niamey. Les conducteurs de taxis et même les syndicats des taximens qui condamnent cet état de fait encouragent la police dans sa mission. Reportage à Nafisa Zakou et Aboubakar Souley. Dans un groupe de malfrats présenté à la police judiciaire se trouvaient des conducteurs de taxi. Leur mode opératoire, voler batteries et autres accessoires destinés à l'éclairage public. Il y a la mère, il y a ses 3 enfants. La mère, elle est le chef du gang. Ces 3 enfants dont le premier, il est reconnu aujourd'hui dans le milieu. Donc c'est lui qui procède au vol de taxi. Il remet le véhicule volé à son petit frère qui change automatiquement la peinture pour faire des retouches. Le 3e petit frère, lui c'est un dessinateur. C'est lui qui change les numéros qui se trouvent au niveau des portières. La corporation, même si elle est gênée, en interpelle également les autres confrères à davantage de prudence. Chaque chose a des bons et puis il y a des mauvais. Donc vraiment c'était un acte vraiment, comment dirais-je, positif de la part de la police, de pouvoir mettre la main sur ces malfrats, étant nos collègues de travail, or que c'est des faux. Donc vraiment nous remercions la police d'avoir eu l'opportunité de dispatcher, c'est-à-dire les bons et les mauvais parmi nous. On ne les considère pas comme des taximens. On salue la police nationale pour leur effort, car les gens ternissent nos noms. On appelle les taximens à plus de prudence. Un geste de la police judiciaire apprécié à sa juste valeur par le Saint-Pétastu qui appelle à aussi plus de vigilance. Ce ne sont pas des taximans, ce sont des faux taximans. C'est pourquoi je remercie la police et j'encourage la police de continuer encore. Peut-être même il y a d'autres comme eux encore. Puisque moi ça m'a étonné qu'un taximan vient me dire que SG on a volé mon taxi à la porte de la mairie. Je dis mais c'est pas vrai ça. Et on a constaté que c'est ça. Le taxi a été volé. Voilà dans notre grande surprise. Le taxi là a été retrouvé grâce à la police nationale. Les taximans, il faut faire très attention. Et il faut travailler à aider la police. Le secteur des transports constitue un des secteurs clés de développement, d'où la synergie d'action de tous les acteurs pour assainir ce secteur. Un mot de la santé dans ce journal. Aujourd'hui, 10 mars, est célébré à travers le monde la journée internationale du rein. Le thème de l'édition 2016 est prendre soin de ses reins, c'est sa santé de demain. Cette journée est une occasion pour sensibiliser le public sur cette maladie qui fait des victimes. Reportage à Ibrahim Tikire, Halidou Bourema. On en trouve des malades de tous les âges. Ils partagent les mêmes angoisses, les mêmes douleurs et le même traitement. Nous sommes au pavillon de l'hémodialyse du CHU de la Mordée. Il s'agit des patients qui souffrent de l'insuffisance rénale. Parmi eux, certains se sont confiés à nous. Le doyen d'entre eux est rongé par cette maladie. Depuis 2001, j'ai commencé la dialyse là-bas à Lomé. Après qu'on a su qu'on a fait l'ouverture au Niger, que je puis me revenir au pays. C'est une maladie en fait pénible. Elle est pénible en ce sens qu'elle est insupportable. Mais c'est insupportable pour les malades. Parce que la finalité, tant que
effectivement, s'il n'y a pas de maladie opportuniste, parce que c'est une maladie qui affaiblit l'organisme. La dialyse, effectivement, on vient 2 fois par semaine, on nous fait la dialyse. Mais pour guérir définitivement de cette maladie, il faut la greffe. Or, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se faire greffer. Beaucoup de choses peuvent causer l'insuffisance rénale. Dr Moustondi Zenabou, néphrologue au CHU de Lamordé, résume les causes. Les 2 grandes causes d'insuffisance rénale à travers le monde, c'est l'hypertension artérielle et c'est le diabète. Et c'est quand on sait que ces 2 maladies qui sont en train d'augmenter exponentiellement à travers le monde. À côté de cela, des 2 grandes causes connues, nous avons des maladies telles que les infections urinaires récidivantes. Nous avons certains comportements comme l'automédication, surtout dans notre contexte moderne comme et traditionnel. Nous avons également des maladies dites maladies du système, en fait, qui est un groupe de maladies hétérogènes où on a l'atteinte de plusieurs organes, dont le rein. Malgré la cherté des séances et les efforts de l'État dans ce sens, les dialysés résistent face à cette maladie, à savoir l'insuffisance rénale. Une maladie considérée comme un tueur ennemi, d'où ces conseils. Il faut savoir, comme on l'a vu, il y a des facteurs de risque, donc il y a des populations plus exposées que d'autres, notamment les hypertendus, les diabétiques. Donc ils doivent se faire dépister au moins 1 fois l'an. On a également comme conseil la surveillance des grossesses parce que actuellement on a aussi beaucoup de femmes en post-accouchement qu'on reçoit dans des contextes d'insuffisance rénale. Il y a des choses que les parents doivent savoir pour ce qui est de risque pour leurs enfants de développer une maladie rénale. Donc c'est surtout quand vous avez un enfant qui est obèse, c'est-à-dire qu'il y a un surpoids anormal pour son âge. Donc ça, c'est un enfant qui peut avoir des risques de constituer cette maladie. Bon à savoir, la maladie rénale chronique constitue un problème mondial majeur de santé publique. Au Niger, même si les statistiques n'existent pas, le danger est réel. Poursuite de notre série d'éclairages sur la décision de l'opposition politique COPA de suspendre sa participation au processus électoral à quelques jours du 2e tour de la présidentielle. Aujourd'hui, nous vous proposons l'analyse juridique et c'est avec le professeur Djibril Abarchi, il est enseignant-chercheur à l'université Abdoumouni de Niamey. Très bonne réception. Il faut d'abord dire que la déclaration de la COPA est d'abord une déclaration politique qui, de mon point de vue, n'a pas encore une portée juridique tant qu'elle n'est pas matérialisée par des actes juridiques précis. Et ces actes juridiques doivent être la renonciation expresse par les candidats, puisque ce sont les candidats qui sont déclarés aptes à aller à un 2e tour. En l'occurrence, c'est le président Issoufou et M. Hama Amadou qui sont qualifiés par arrêt de la Cour pour aller à un 2e tour. Mais il y a une déclaration politique dont j'imagine qu'elle ne s'est pas faite sans l'assentiment de M. Hama Amadou qui est le premier candidat concerné, parce qu'il y a d'autres candidats qui sont concernés et qui peuvent aussi, dans la logique de la déclaration, matérialiser leur décision par un acte donc de désistement si le tour arrivait à eux, puisque c'est une question de tour. La Constitution a dit en son article 48 que s'il y a désistement d'un des 2 candidats qui arrivent au 2e tour, eh bien ça sera les candidats qui suivent dans l'ordre descendant, si on peut dire. Autrement dit, si le président Hama se retirait, ce serait Séné Omar, et ainsi de suite, jusqu'au dernier. Et tout cela doit se régler dans un délai de 3 jours, puisque après 72 heures, il n'y a plus de possibilité de désistement. Donc pour le moment, on considère que la décision de la COPA est politique, est une déclaration politique,
il reste la matérialisation des actes de désistement au fur et à mesure que les candidats déclarés aptes à aller au second tour vont se désister. Voilà, pour ce qui est de ce premier aspect. Maintenant, d'un point de vue juridique, je crois que la déclaration politique de la COPA est intervenue après l'arrêt de la Cour. Parce qu'avant l'arrêt de la Cour, on n'a pas entendu cette prise de position, y compris d'ailleurs l'exigence de la libération provisoire de M. Hama Amadou. Elle n'était pratiquement pas posée comme condition. Je crois que ce qui a déclenché la décision de la COPA, c'est l'arrêt de la Cour, dans lequel, en le parcourant, on ne retrouve pas trace des requêtes qui ont été adressées par les candidats. Est-ce que la Cour les a omis ou bien a-t-elle l'intention de les traiter par la suite? Parce que ce qui est quand même, ce qui soulève interrogation ici, c'est d'abord pourquoi l'arrêt de la Cour est intervenu avant que le délai reconnu aux candidats pour introduire des réclamations ne soit expiré, parce qu'il ne sert à rien que la Cour rende un arrêt et que demain il y ait d'autres déclarations qui viennent et qui doivent être traitées alors que l'arrêt a déclaré définitivement les candidats qui viennent au deuxième tour, et ces candidats, enfin au moins un des candidats, est déjà en campagne électorale. Ça, c'est une première question. Pourquoi l'arrêt n'a pas attendu l'épuisement du délai de réclamation? Deuxièmement, pourquoi l'arrêt ne fait pas cas des réclamations, enfin des différents recours qui ont été introduits, parmi lesquels il y a, on le sait, un recours en annulation pour excès de pouvoir des élections entreprises le 22 sur arrêt du président arrêté du président de la CENI, alors que on semble dire qu'il faut un décret présidentiel pour convoquer le collège électoral le 22 pour ceux qui n'ont pas pu voter. Donc il y a cette affaire-là dont on ne trouve pas trace de la décision qui a été rendue. Donc question, la Cour poursuit-elle la procédure et va-t-elle donner suite aux réclamations qui ont été introduites, ou bien a-t-elle fini son travail sans tenir compte de ces réclamations dont on ne retrouve pas trace dans son arrêt? Voilà la difficulté. Et je pense que ce qui a pu déclencher peut-être la colère de la COPA, c'est de voir que ces réclamations n'ont pas eu de suite et aller à un second tour. Si les réclamations ne sont jamais prises en compte, eh bien, ça ne sert à rien d'aller à un second tour. Si à un second tour aussi, on peut introduire des réclamations qui risquent de rester sans suite. Donc là, il y a un véritable problème qu'il faut clarifier. Je pense que la Cour doit, d'une manière ou d'une autre, sortir pour dire quelle suite elle a réservée aux réclamations introduites par les différents requérants. J'ai du mal à trouver une suite parce que ce qui a été fait me pose vraiment problème. Je ne sais pas, l'arrêt a un caractère définitif, ou du moins il dit avoir proclamé les résultats définitifs. S'ils sont définitifs, c'est qu'il exclut toute remise en cause ultérieure des résultats. Or, il y a des réclamations dont on n'a pas vu les traces. Alors, donc là, il y a un problème, parce qu'on risque d'y voir une espèce de déni de justice si on ne fait pas attention, parce qu'une juridiction qui est saisie d'une requête doit donner suite, même si c'est pour dire qu'elle les rejette ou qu'elle les déclare irrecevables, elle doit donner obligatoirement suite. Si elle ne donne pas suite à une requête, là, il y a un véritable problème de déni de justice. Bon, l'opposition a parlé de déni de droit, mais en tout cas, moi personnellement, je me pose des questions sur la suite réservée à ces machins parce qu'on ne voit pas trace de l'arrêt. Pour le moment, ils sont un peu dans la même situation que la COPA. Ils ont fait une déclaration politique de ralliement. Mais au moment où ils ont fait cette déclaration, ils ne savaient pas que cette situation pouvant conduire, si on n'y fait pas attention, à se retrouver en situation de candidat au deuxième tour. Au moment où ils ont fait la déclaration, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient être candidats à un deuxième tour par le biais des désistements des autres. Donc, pour moi, ce ralliement, cette déclaration politique de ralliement ne vaut pas désistement. C'est lorsque le droit à aller à un second tour va tomber dans leur patrimoine, si je peux me permettre l'expression, en tout cas dans leur droit d'aller à un second tour, lorsque ce droit sera acquis par le biais du désistement, c'est en ce moment qu'ils peuvent valablement dire
c'est mon tour, j'y renonce. Au profit d'un tel, ou en tout cas, j'y renonce. Voilà. Donc pour le moment, ils ont encore cette possibilité qui leur est ouverte lorsque le tour leur reviendra. Parce que pour le moment, il n'est pas sûr que le tour leur reviendra. Donc, jusqu'à preuve de contraire, ils sont candidats potentiels si, à la faveur d'un désistement de ceux qui viennent en ordre utile avant eux, eh bien, par ce jeu-là, ils arrivaient à être qualifiés pour aller en second tour. En ce moment, ils pourront exprimer leur renonciation.